Bienvenue à cette conférence intitulée « La médecine militaire au service du secours civil ». Nous allons donc aborder pendant cette heure et demie, ensemble, les différents liens qui unissent la médecine militaire et le secours civil. Nous avons l'honneur d'accueillir le médecin général inspecteur Philippe Rouanet de Berchoux, directeur central adjoint du service de santé des armées. Je lui cède sans plus attendre la parole pour le discours introductif. Merci mon général. Mesdames, Messieurs, chers confrères, écoutez, je vous remercie de l'invitation qui a été faite au ministère de la Défense pour assister à ce salon Secours Expo avec notamment un stand du service de santé que je visiterai tout à l'heure. Donc c'est la première participation du SSA à cette manifestation et vous m'avez laissé gentiment prononcer quelques propos introductifs à cette table ronde qui est consacrée à la médecine militaire et au secours civil. Alors, le titre, c'était la médecine militaire précurseur des secours civils. Alors, je ne sais pas si je traiterai totalement le sujet. En tout cas, je pense que les événements, alors, entre autres du 13 novembre, mais aussi la menace permanente entre les opérations extérieures et la menace intérieure. Alors, menace extérieure que nous connaissons, nous, depuis plusieurs années, la menace intérieure qui a été importée et dont le 13 novembre a été, je pense, un des éléments ou un des événements majeurs pour la France, eh bien, ont remis en lumière, je pense, l'indispensable coopération en matière de secours aux populations, donc entre le SSA et, alors, je dis les systèmes de secours civils français, hein, je pense qu'on peut employer ce nom, et cette coopération a été mise en lumière, et ce que je me proposais, c'était de décrire quelques axes de coopération possibles entre les divers acteurs des secours. Mais auparavant, alors je ne sais pas si le niveau de connaissance de l'ensemble des participants à cette réunion, c'est de balayer un peu les différents atouts du SSA et puis les contributions qui sont déjà effectives entre les différents acteurs. Alors le SSA, je vais être très clair, je ne vais pas donner de chiffres. Je me base, moi, uniquement sur la mission. Hein, c'est un service de santé au sein du ministère de la Défense, dont la mission est d'apporter à tout militaire qui est exposé à des risques liés à un engagement opérationnel. Et là, on est bien sur un engagement opérationnel, un soutien médical qui lui permet, en fait, de lui garantir une prévention la plus efficace dans les meilleures qualités de prise en charge en cas de maladie ou de blessure, ce qui préserve ses chances de survie et, le cas échéant, d'amoindrir les séquelles physiques et psychiques. Alors, les 300 ans d'existence du service de santé des armées, alors je crois qu'il y aura une conférence sur l'histoire, donc moi je ne vais pas revenir sur les aspects historiques, ont permis au service de développer alors, des compétences et des capacités. Alors, je fais la différence entre les deux termes, je vous expliquerai pourquoi, qui sont indispensables pour remplir la mission du service dans des conditions à la fois difficiles et qui peuvent être mis à contribution et qui doivent être mis en cas d'événements exceptionnels. Alors, les compétences et les capacités développées par le service, eh bien, j'en ai listé quelques-unes. Elles ne sont pas exhaustives, mais tout d'abord, c'est d'avoir pu organiser un service de santé qui répond totalement aux missions des risques militaires et des risques sanitaires sur les théâtres où les militaires sont engagés. Alors, je mets au même niveau les risques militaires, ça va des risques de guerre, mais aussi les risques sanitaires, et effectivement, c'est le paludisme, toutes les maladies infectieuses, qui sont des risques puisque les capacités opérationnelles des militaires engagés sont remis en cause et donc la mission des forces armées ne peut plus être assurée. Et donc notre particularité, c'est d'organiser un système complet qui permette de répondre, de faire face à tous ces risques. Deuxièmement, on a développé des capacités en fonction de ces risques qui sont spécifiques. Et quand je parle de capacité, ça allie à la fois la doctrine, ça allie à la fois l'organisation qui est mise en place, ça allie les ressources humaines qui sont entraînées, équipées, soutenues, grâce au concours notamment des forces armées. Le service de santé des armées, sans les armées qui fournissent le soutien, les transmissions, le personnel d'encadrement militaire, eh bien, ne pourrait pas garantir la mission. Le troisième point, c'est développer des compétences techniques.
Alors on a parlé de sauvetage au combat, hein, qui est plus approprié dans ce cadre d'exercice, mais aussi des expertises. Il faut à la fois des experts, des compétences techniques qui sont développées en fonction du besoin qu'on a sur les différentes théâtres d'opération. Et le dernier point, c'est former et enseigner, ce qui est primordial, avec des axes aussi de recherche qui vont avec, qui permettent de garantir cette efficacité et qui prend en compte notre retour d'expérience. L'évolution de certains moyens, je prends des exemples d'antennes chirurgicales, qui étaient des antennes qui étaient adaptées à des concepts d'emploi, bien ont évolué aujourd'hui, et ce sont des modules poussés à l'extrême avant du dispositif qui permet de répondre aux conditions d'emploi des militaires. Donc vous voyez bien que le SSA est bien un acteur qui développe des aptitudes liées à sa mission spécifique, mais qui doit être partagé avec les autres acteurs qui interviennent dans les situations de crise. Alors la contribution déjà effective au profit d'acteurs civils, je vais en citer quelques-unes. Alors je ne citerai pas le livre blanc de 2013 qui ancrait déjà le service de santé comme un acteur déterminant dans la prise en charge de l'engagement opérationnel de force, mais aussi dans la résilience de la nation. Alors je crois qu'en écrivant ces mots en 2013, on n'avait pas tout à fait mesuré aujourd'hui les conséquences que ça peut représenter. Je pense que 2013, avec le livre blanc, c'est 2 lignes dans le livre blanc, et aujourd'hui, je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui montre bien l'impact de ces 2 lignes, parce que nous avons vécu des événements tout particuliers qui justifient aujourd'hui et qui permettent d'avancer dans cet axe. Alors je citerai quelques missions que j'ai eu à gérer ou que certains ont eu à gérer. Alors je dirais que cette coopération, elle est à la fois aujourd'hui dans les missions. Je pourrais citer l'Agrippa H1N1 en 2009, où on a bien vu la participation du service de santé dans une crise, qui était effectivement une crise majeure politique à l'époque. Le tsunami de 2004, où il y a aussi une participation du service de santé des armées, des acteurs du monde civil, ou encore le tremblement de terre d'Haïti en 2010, où je pense qu'on était dans une situation encore différente avec le volet sur Haïti, mais aussi le volet d'évacuation d'enfants à l'époque d'Haïti, où il y a eu une coopération totale entre le service de santé des armées et le personnel de l'EPRUS notamment. Quelques exemples qui montrent que cette coopération, effectivement, et si je remontais dans l'histoire, on pourrait retrouver des coopérations de ce type-là. Elle s'assume aussi, ces coopérations, dans le cadre de la formation qui a été mise en œuvre par le service. Alors je parlerai d'un cours notamment de chirurgie en mission extraordinaire qui est développé sur le site de la Valbonne notamment, où nous avons développé des techniques de formation pour nos chirurgiens, et nos chirurgiens, des chirurgiens civils, participent aussi à des formations dans le cadre de leur contrat de personnel de réserve. Nous avons aussi les cours du master NRBC. On est plus dans l'enseignement NRBC, où évidemment l'école du Val-de-Grâce est le creuset de formation de cours théoriques dans le NRBC. Cette contribution dans les missions ne s'arrête pas là, puisqu'elle existe aussi dans le domaine du parcours professionnel. Le SSA, d'ailleurs, met en place du personnel expérimenté dans des institutions, dans des organismes. Alors ici, nous avons quelques représentants. Le médecin en chef Puy-du-Pin, qui est aujourd'hui, qui s'occupe au niveau du Chorus de la gestion de crise. Nous avons ici le médecin en chef Tourtier, qui est chef santé de la BSPP. Nous avons d'autres personnels qui sont au sein du BMPM, des UISC. Et donc, ces compétences qu'ils ont acquières au niveau du service, eh bien, ils les transposent au niveau de l'institution dans laquelle il est. Et évidemment, les parcours les amèneront à revenir et à développer après au sein du service les compétences qu'ils ont acquises à l'extérieur aussi. C'est aussi le recours à la réserve. Alors je vois certains personnels de réserve dans la salle. La réserve militaire nous permet bien de recruter, de former. Et ce personnel de réserve que nous avons, bien dans son activité de tous les jours, peut remettre remettre l'activité qu'ils ont acquise en opération extérieure ou en formation, bien dans leur terreau d'origine. Alors cette contribution effective est aujourd'hui, je pense, bien un état des lieux, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans cette coopération. Alors j'attaque là la deuxième partie sur les axes de coopération possibles. Alors avant de donner quelques axes,
je veux quand même identifier les atouts que possède le service de santé des armées. Alors vous allez me dire, je suis partial, mais je pense que c'est les atouts, alors ça peut être un débat, hein, les atouts que moi, en tout cas, je considère indispensables et qui sont vendables par le service de santé des armées. Au-delà de la participation à la résilience de la nation, alors je rappelle que la résilience aujourd'hui est vue uniquement dans ce qu'on appelle la règle des 4I, c'est-à-dire qu'on participe uniquement si les moyens sont indisponibles, inexistants, insuffisants ou inadaptés. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que, justement, nos atouts ou nos aptitudes particulières peuvent permettre de créer des ponts. Maintenant, on verra comment, après, mettre en œuvre tous ces ponts, mais permettent, je pense, d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Alors, les atouts, moi, j'en ai retenu 3. Ça peut être discutable. En tout cas, c'est ceux qui sont issus de mon expérience et de l'expérience opérationnelle. Je pense que le premier, c'est la réactivité, la permanence. Le service de santé des armées, aujourd'hui, et je les mets dans le même item, il est à la fois réactif, il peut sous 3 heures trouver des spécialistes dans le cadre des évacuations médicales par voie aérienne. Eh bien, nous avons une équipe qui est en alerte et qui peut aller récupérer sur les théâtres d'opération des personnels blessés. Et permanent, pourquoi ? Parce que tout en assurant cette mission, eh bien, nous sommes capables d'assurer les missions qui sont dévolues, notamment au sein des hôpitaux, par assurer la permanence médicale qui existe. Donc on a à la fois cette réactivité et cette permanence, ce qui est très important parce que justement ça donne le deuxième atout à mon avis, c'est notre capacité de résilience, de la continuité de l'action. L'action continue, alors un exemple très clair, c'est lors des événements du 13, eh bien, en même temps que les événements avaient lieu, avec l'engagement de personnel, et la participation notamment des hôpitaux, les antennes médicales ont pu accueillir les militaires en renfort venant de province. Le ravitaillement sanitaire a pu fabriquer ou distribuer eh bien, notamment des garrots en même temps que se déroulait la crise. Et l'hôpital Perçu a pu, en même temps, assurer une mission d'évacuation médicale avec son personnel et accueillir des blessés venant des théâtres d'opération. Donc on voit bien qu'on a à la fois le soutien des forces et à la fois la contribution à cette coopération nationale. Et le dernier point, dernier atout, c'est l'organisation et l'intégration des moyens. Je pense que notre organisation, qui est une organisation intégrée à la fois au monde militaire, et je l'ai dit, on possédait donc la force des armées pour justement prendre en compte notre action, et l'intégration des moyens du service sont gage de robustesse. Un exemple, c'est la réponse en 2014 à Ebola. Une crise. Nous possédons des compétences, pas forcément dans le domaine, mais des expertises, des compétences, et nous en avons fait une capacité. Nous avons développé en très peu de temps à la fois le concept, le personnel s'est formé, on a adapté la formation à la projection et on a formé du personnel civil qui était projeté et on a eu même des coopérations sur le terrain entre personnel militaire et personnel civil. Donc je pense que cette intégration, moi je parle d'intégration des moyens, permet de garantir la robustesse donc, du service de santé des armées. Alors le service doit participer absolument à cette résilience. Il le fait pour les populations militaires, il doit y participer pour les populations civiles. Nous avons une organisation adaptée à la gestion de crise, des gens formés. Nous avons des expertises, des capacités de veille sanitaire. Nous avons aussi des moyens de soins, que ce soit les antennes médicales ou les hôpitaux. Nous avons des moyens de production, produits de santé et sang, des moyens de distribution et enfin des capacités de formation et de recherche. Dernier point, l'appui des forces armées pour mettre en œuvre l'ensemble de ces capacités. Donc pour nous, nous avons des moyens maintenant. Comment pouvoir effectivement articuler l'ensemble de ces moyens avec les différents acteurs de la crise? Une crise peut être décrite de plusieurs façons. Moi, ce que je retiens dans les axes à développer, je me bornerai uniquement aux 3 temps de la gestion de crise, avant, pendant, après. Avant, je pense que la participation aux planifications est indispensable. Si il n'y a pas de connaissances mutuelles avant, je pense que la crise sera mal gérée et la planification, les exercices, la formation et l'enseignement doivent être
mise à profit de l'ensemble des acteurs des secours. La période de la crise, évidemment, se prépare, mais l'interopérabilité, que ça aille de la traçabilité des patients, que ça aille dans l'emploi commun de matériel commun éventuellement, de pratiques communes, la complémentarité des moyens. Évidemment, tout le monde ne peut pas forcément développer les mêmes moyens, donc il faut une complémentarité de moyens, indispensable, mais pour avoir une complémentarité, il faut se mettre, donc travailler ensemble en planification pour développer des moyens complémentaires. Et enfin, la potentialité des moyens, encore une fois, gagner seul, c'est perdre ensemble, comme on le dit dans certains milieux. Cette potentialité n'est garantie que parce que nous travaillons ensemble et parce que nous serons ensemble sur le terrain. Après, eh bien, c'est le partage du retour d'expérience qui est indispensable. Je sais que chaque ministère fait son rétex. Je pense qu'un partage des retours d'expérience est indispensable car chacun doit progresser, la force de l'un, la faiblesse de l'autre, les publications et les congrès. Je pense que l'ensemble de ces pistes doit être creusé et mérite d'être creusé. Alors, les savoir-faire du SSA et sa volonté d'ouverture aujourd'hui, dans le nouveau modèle que nous sommes en train de mettre en place, doit permettre d'envisager des axes de coopération des différentes institutions dans la gestion de crise. C'est notre raison d'être, je le rappelle. De la diversité des différentes cultures doit apparaître une complémentarité de l'action commune dans le cadre d'engagements conjoints sur le territoire national notamment. Alors en conclusion, le SSA est vraiment, enfin ce que j'ai essayé de vous montrer, un acteur de crise. Je vous ai cité quelques exemples, de par sa mission très spécifique au profit des forces armées. Il a développé des capacités donc, et des compétences qui sont indispensables à son domaine et grâce à son organisation intégrée, eh bien, c'est aujourd'hui les mettre en place. Maintenant, reste à déterminer, j'ai donné quelques axes, comment ce partage peut être mis en œuvre en tenant compte des responsabilités qui incombent à chacun des acteurs de la santé. Je pense que c'est aujourd'hui un enjeu majeur dans le cadre des responsabilités que nous avons et que la responsabilité de l'État par rapport à nos concitoyens. C'est un véritable challenge pour lequel je pense que le salon d'ailleurs Secours Expo, que je découvre pour la première fois, permet d'être se creuser, mais il ne faut pas que ce creuset demeure juste les 3 jours. Je pense que ce creuset doit être cultivé au-delà de ces 3 journées. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez que je réponde à des questions, je suis disponible. Si il reste du temps, si je n'ai pas grillé tout le temps qui m'était imparti. Merci. Merci, mon général, pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Non? Ne vous gênez pas. Vous pourrez poser des questions aussi plus tard si vous le souhaitez. Je vais maintenant passer aux présentations et je vais inviter les différents intervenants à s'installer devant vous. Pour l'instant, donc nous avons avec nous ce matin le docteur Henri Julien, président de la Société française de médecine de catastrophe, qui va pouvoir nous parler de la médecine de catastrophe et des liens étroits qu'elle entretient avec les techniques, l'organisation de la médecine et du secours militaire. Le docteur Yves Louville, ancien vice-président de la Croix-Rouge française, médecin conseiller national de la Croix-Rouge française, qui nous présentera les différents apports historiques. Le docteur Marie-André Rospela, ancien chef de service du service de chirurgie dentaire de l'Institut national des invalides, vice-présidente de la Fondation des Gueules Cassées et co-organisatrice du colloque Verdun Terre de Santé. Elle se concentrera sur les apports militaires de la Première Guerre mondiale dans notre organisation actuelle. Le docteur Paul-Olivier Miloche, chef du bureau de la préparation opérationnelle du service de santé des armées,
nous présentera les techniques de secourisme et de médecine de guerre utilisées sur les théâtres d'opération. Pour finir, nous aurons avec nous le professeur Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui fera le lien avec les applications civiles utilisées aujourd'hui par les médecins et les sauveteurs. Et je pense qu'il reviendra notamment sur les attentats du 13 novembre. Merci à tous. Je vais passer la parole à notre premier invité, le docteur Henri Julien. Merci. Mon général, mesdames, messieurs, je suis très honoré de démarrer cette séance consacrée au lien qu'il y a entre le service de santé des armées, les armées en général, et leur application civile. Et vous allez voir que ces sujets sont nombreux. J'aurais pu choisir la médecine de catastrophe et la Société française de médecine de catastrophe, dont je suis le président, pour rappeler que ce n'est non pas le copier-coller de ce qu'est le service de santé des armées à l'opération militaire, le copier-coller pour les interventions civiles. Il y a une adaptation qui est nécessaire pour toutes les idées, toutes les matériels, toutes les méthodes que nous allons employer et appliquer à la médecine de catastrophe civile, mais pour rappeler combien le service de santé est important, a été important dans la gestation de la médecine de catastrophe, son application aujourd'hui et son renouvellement demain. Ça veut dire que les liens sont manifestes et ce n'est pas pour rien que ce soit un réserviste du service de santé, le professeur Huguenard, qui a fondé la médecine de catastrophe. C'est l'application de l'expérience qu'il a acquise au Vietnam, qu'il a ensuite au Vietnam, en Indochine à l'époque, et qu'il a ensuite appliqué à la médecine de catastrophe civile pour le bénéfice des victimes civiles sur l'Hexagone. Ensuite, le médecin général Noto, issu du service de santé des armées, et moi-même, qui suis un fils fidèle et reconnaissant de ce service qui m'a formé, utilisé, soutenu et ensuite aidé. J'aurais pu choisir beaucoup de thèmes, des traits théoriques comme le triage. Le triage, c'est vraiment typiquement une technique de médecine des armées qui est appliquée à la médecine de catastrophe. Et vous savez que il y a 20 ans ou 25 ans, lorsque j'allais faire des conférences à l'étranger, j'employais le mot « sorting » parce que la traduction anglaise du mot triage, c'est « sorting ». Mais aujourd'hui, le monde entier emploie le mot « triage ». Et ce mot « triage », lorsque vous ouvrez un dictionnaire américain, eh bien, au mot « triage », vous avez la définition suivante, mot français qui veut dire, etc. Eh bien, le service de santé peut être fier de ce que, à travers la médecine de catastrophe, eh bien, ce triage que Dominique Larrey utilisait déjà pendant les guerres napoléoniennes, eh bien, aujourd'hui, est une reconnaissance. Et même chose pour le PMA, même chose pour l'organisation, pour cette organisation nécessaire des secours. Donc, j'aurais pu prendre beaucoup d'exemples d'application de ce que le service de santé utilise sur le terrain, promeut de cette utilisation au bénéfice des civils à travers la Société française de médecine de catastrophe et de la médecine de catastrophe en général. Et puis j'ai retenu, certains dans la salle reconnaîtront cette présentation que j'ai réutilisée et complétée. J'ai retenu un exemple d'application civile de recherche et développement militaire. Et dans le domaine du NRBC, eh bien, les EPI, les équipements de protection individuelle, parce que j'ai pensé que, à égard au public qui est dans la salle, eh bien, il fallait prendre une présentation particulièrement significative. Alors, la guerre, puisque service de santé des armées, service de santé des armées, ça veut dire service de santé du temps de guerre. Et donc, on remonte à la guerre de 14-18, pas que pour les gueules cassées, madame, mais on remonte à la guerre de 14-18 pour montrer comment a été la naissance de cet équipement de protection individuelle. Alors là, ce que vous voyez, c'est un épandage de chlore fait par les Allemands,
par l'armée allemande. Et on voit comment ça se passait sur le terrain, c'est-à-dire que c'était des bonbonnes qu'on ouvrait. Donc il fallait qu'il y ait le vent qui souffle du bon côté et qui soit régulièrement du bon côté. Il fallait qu'il y ait le niveau de température qui allait bien, parce que sinon, il fallait que le degré hygrométrique, etc., sinon, tout ce qu'on voulait, il ne fallait pas qu'il pleuve. Donc des conditions atmosphériques, des conditions aérologiques et atmosphériques tout à fait particulières. Et là, on voit très très bien le champ de bataille et puis l'épandage de chlore. Évidemment, ça a été suivi ensuite par l'utilisation d'autres produits beaucoup plus intéressants, parce que le chlore, au plan intéressant, entre guillemets, c'est-à-dire que le chlore, évidemment, c'est quelque chose qui, vous savez que le gaz chlore n'existe pas, ça se transforme tout de suite en HCl, en acide chlorhydrique, et donc ça n'est pas rémanent, permanent. Et donc, tout le monde a travaillé sur un produit, et les Allemands peut-être en premier, sur un produit qui soit persistant, et donc on va utiliser des produits qui sont autrement plus agressifs. Donc il a fallu se protéger nos combattants contre ça, et donc au début, des masques respiratoires, vous voyez là, d'abord l'improvisation de protection, ce qu'ils pouvaient, les pauvres combattants. Et puis ensuite, très vite, des masques filtrants, très très sommaires, qui vont tout doucement s'améliorer par la guerre de 14-18 pour arriver à des protections respiratoires et vestiales qui vont permettre de continuer le combat. Car c'était ça aussi le but de l'équipement de protection individuelle, c'est de continuer de pouvoir travailler. En termes civils, combattre pour les militaires. Pardon, j'ai reculé. Voilà. Les civils dans la guerre, la population civile. La population civile, il y a eu des adaptations de ce qui s'était fait sur le théâtre de combat. Il y a eu des adaptations plus ou moins réussies, d'ailleurs, et plus ou moins prolongées, de protection des civils, y compris des bébés. Vous voyez la maman en train de promener son landau avec protection NRBC. Et là, un policier qui explique, etc. Les enfants, évidemment, c'est beaucoup des images de propagande. Mais vous voyez, regardez, on protège le bébé. Vous voyez, non, ça c'est assez extraordinaire quand même. Les chiens, évidemment, les chevaux qui sont au moment de la guerre de 14-18 et à cette époque, l'élément de mobilité premier. Et donc, on va adapter aux civils. Et je dirais, après ce petit passage un petit peu anecdotique, parce que tout ça n'est pas allé très loin, eh bien, encore que, vous savez que avant la guerre de 39-45, eh bien, il y a eu distribution à la population civile de masques à gaz, parce que en 39, eh bien, on se méfiait de ce qu'il y ait réactivation de ces engins de guerre. Et donc, on va avoir des protections selon le métier. Le métier qui a le plus travaillé l'équipement de protection individuelle au plan respiratoire sont les mineurs. Pourquoi? Parce que les mineurs peuvent tomber dans des poches de gaz où il n'y a pas d'oxygène et où il y a en plus du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone. Et donc, pour reconnaître la présence de ces gaz délétères, ils se promènent avec des petits oiseaux. Alors, je vous ai mis la photo là, du petit oiseau dans son... Voilà. Et alors, pourquoi un petit oiseau? Parce que plus l'organisme vivant est petit, et plus la respiration est rapide, et plus il va consommer d'oxygène. Finalement, un éléphant, ça respire de temps en temps, alors qu'un petit oiseau, ça respire, je ne sais pas, 120, 130 fois par minute. Et donc, évidemment, il s'intoxique beaucoup plus que les autres, et beaucoup plus rapidement que les autres. Et donc, quand l'oiseau n'allait pas bien, ça voulait dire aux mineurs, ça prévenait le mineur de ce qu'il entrait dans une zone de respiration. Et alors vont être mis en place des procédés de protection respiratoire du mineur qui vont être utilisés presque directement par les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ont été ensuite les deuxièmes unités civiles à utiliser ces modes de respiration
protégé. Et donc le sapeur-pompier va, et vous le savez, va emporter dans son dos de quoi respirer à peu près pendant 20 minutes, eu égard au fait qu'ils font des efforts physiques, bien entendu, et que donc ça leur donne une autonomie d'à peu près 20 minutes, etc. Et les tenues se sont multipliées. C'est-à-dire qu'on a un nombre de tenues absolument considérable, qui visait jusqu'à présent le risque chimique et le risque nucléaire. Et donc, il y avait toute une batterie de tenues à revêtir pour pouvoir protéger l'intervenant civil. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a un problème supplémentaire. On a parlé pendant très longtemps de défense NRBC. Aujourd'hui, on parle de défense NRBC E. Ce sont les Américains qui ont rajouté le E. Et donc, il faut aussi parler de la protection balistique. Or, vous savez que la protection balistique, qui est énormément, encore une fois, travaillée par le service de santé, eh bien, impose, si on veut se protéger contre une balle de Kalachnikov qui n'a rien à voir avec la balle d'un pistolet aussi, voilà, eh bien, il faut... Est-ce que vous savez combien pèse un gilet pare-balles balistique de guerre? Combien ça pèse? Combien? Ah, pas tout à fait 25. 21 kilos si on a les plaques de céramique qui arrêtent la balle de guerre, quoi. Alors, vous voyez, ça représente... Alors, imaginez notre pauvre pompier avec les 15 kilos de l'appareil respiratoire isolant, plus les 21 kilos du gilet pare-balles, plus sa tenue, les bottes, je ne sais pas si vous avez mis des bottes, mais ça pèse une tonne. Et alors là, on se retrouve avec quelqu'un qui... Voilà. Donc, il y a des vrais problèmes. Là, je vous montre cette photo parce qu'elle est intéressante. C'est un exercice à Nîmes. Hein, voilà, un exercice où il y a des militaires, on le reconnaît bien, là, des pompiers, des civils, le SAMU, etc. Et alors, évidemment, les couleurs sont différentes, mais elles rappellent l'appartenance au service. Mais on voit qu'il y a une variété énorme de tenues et d'applications, donc, différentes de ces tenues. Parce qu'il faut les adapter à la forme de la menace. Et la menace, voilà, c'est radiologique, les gaz et poussières, etc. Chimique, alors là, on a des caustiques, comme par exemple l'ammoniac, qui est extrêmement... Le caustique, peut-être le plus méchant, c'est l'ammoniac. Et des toxiques, le plus mauvais, ça serait peut-être l'acide fluorhydrique. Et donc, on a qui est toxique et caustique en plus. Puis il y a le biologique qui s'est rajouté à ça. Ebola, les virus, les charbons, bon, tout ce qu'on veut. Et puis le balistique, aujourd'hui, avec en plus l'emploi terroriste d'armes de guerre, qui n'a plus rien à voir avec la protection de, si vous voulez, la Kalachnikov. Je ne m'y connais pas très très bien là-dessus, donc je ne m'avance pas beaucoup, mais enfin, néanmoins, la balistique, qui est très étudiée par le service de santé des armées, etc., montre que... alors comment on organise tout ça? Eh bien, on organise tout ça avec des zones, c'est-à-dire un peu... Vous reconnaissez ça, c'est la zone NRBC, une zone d'exclusion où seuls des gens qui sont équipés complètement et protégés peuvent pénétrer. Ensuite, une zone contrôlée, oui, un sas de sortie, en fait, où on va pouvoir mettre les gens qu'on a extraits de la zone d'exclusion, et puis ensuite, eh bien, la zone de soutien où les médecins vont s'installer, etc. Alors, la seule chose, c'est que quand c'est une zone comme ça, alors, un zonage de ce type pour un risque chimique aérien, eh bien on calcule la force du vent, on essaye de repérer l'aérologie et de voir où va aller le gaz, de telle manière de tracer ce qu'on appelle une pétale de marguerite. C'est assez représentatif, la zone d'exclusion. Le gros problème avec le terrorisme et le balistique, c'est que cette zone d'exclusion est mouvante, puisqu'il y a même des terroristes qui sont revenus au Bataclan pour voir ce que ça avait donné. Il est revenu sans armes, mais il aurait pu revenir avec des armes. C'est-à-dire que comment fixer la zone d'exclusion pour le terrorisme, c'est vraiment un problème d'organisation des secours. Avec des schémas
très complexe, mais qui se lisent très très bien. C'est-à-dire qu'on a une zone d'extraction. On va sortir les victimes. Là, on va les trier, les amener à ce qu'on appelle le PRV, le point de regroupement des victimes. Et puis ensuite, si vous analysez ça, ça ressemble étrangement à l'organisation du service de santé au combat sur le terrain. Je veux dire, c'est vraiment un copier-coller, non seulement des matériels copier-coller adaptés, pardon, non seulement des matériels utilisés, mais de la manière dont on pense le secours, employons ce mot, aux victimes qui sont en zone d'exclusion et qui n'ont pas pu sortir. Voilà. Alors ça s'est complexifié évidemment chez les civils parce qu'il y a beaucoup... En zone d'exclusion, qu'est-ce qu'on fait? En zone d'exclusion, eh bien, les militaires font du Ryan, c'est le camarade au combat qui va aider le camarade blessé. Chez les civils, on aimerait bien développer ça et que les citoyens puissent être plus actifs. Et là, je laisserai la parole à la Croix-Rouge parce que c'est un élément fort de la politique aujourd'hui, c'est-à-dire de développer la capacité de résilience, mon général, pour reprendre votre mot, de la population. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va faire un tri visuel et puis l'évacuation. Le gros problème avec quelque chose d'important dans le domaine chimique, c'est cette décontamination sèche. La décontamination sèche qui était quelque chose qui aussi appartenait au service de santé des armées et qui a été beaucoup développé pour la décontamination de populations civiles parce qu'elle permet d'augmenter considérablement les débits. Alors, nous, les médecins, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce que les médecins se mettent dans le PMA, où ils ont l'habitude d'aller, ou est-ce qu'ils viennent dans le PRV, ou est-ce qu'il faut qu'ils aillent en zone d'exclusion? Où est-ce qu'on met des médecins? Où est-ce qu'on met les médecins, les infirmiers, les personnels soignants en général? En zone d'exclusion, il y a longtemps que chez les militaires, les médecins vont jusqu'à l'avant. C'est-à-dire que le service de santé des armées, depuis Dominique Larrey, a pour doctrine fondamentale de mettre des médecins au plus près des blessés, y compris en zone de combat. C'est ce qui a généré le SAMU. C'est ce qui a généré le SAMU. C'est ces médecins qui allaient sur le terrain, qui ont dit pour les civils accidentés de la route, eh bien, il faut faire la même chose. Il faut aller au pied de l'arbre, comme disait le professeur Serre. Voilà, c'est le premier, je crois, qui a utilisé cette expression. Je pense sous le contrôle de mon maître Yves Louville, c'est lui qui m'a enseigné l'anesthésie-réanimation. Je le remercie, là, et il l'a bien fait. Donc, il y a longtemps que les médecins militaires vont sur le terrain, les brancardiers, évidemment, les brancardiers secouristes militaires, mais aussi les infirmiers militaires, enfin les personnels de soins militaires, accompagnent les combattants. Et donc, ces médecins militaires ont développé des gestes et des techniques de soins d'urgence depuis très longtemps, adaptés à la situation du terrain. Vous savez qu'aujourd'hui, j'aurais pu marquer damage control. Voilà, damage control dont tout le monde a parlé. Mais le médecin-chef de la brigade, et cette brigade de sapeurs-pompiers, c'est vraiment aussi, j'aurais pu prendre ça comme exemple, le lien manifeste entre le service de santé des armées et les services de secours civil. Je veux dire, vraiment un lien historique depuis Napoléon, et donc, mais le médecin en chef Tourtier, professeur Tourtier, expliquera ça avec un sentiment d'actualité supérieur au mien. Voilà. Et donc, que fait le médecin, que fait l'infirmier? Eh bien, par exemple, il va contrôler l'airway, mais il ne va pas faire que ça. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier non plus dans le damage control de s'occuper des gens inconscients qui vont... les fondamentaux, ils sont toujours. Et puis, peut-être faire de l'administration d'une drogue, etc. Donc, en zone d'exclusion, médecin. Et vous savez que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce qui est balistique, jusqu'où vont les médecins? Sous le feu, les médecins civils, les sapeurs-pompiers. Et donc, c'est une réflexion. Voilà. Et puis,
au plan matériel, la chaîne de décontamination. Alors les chaînes de décontamination militaires, elles sont en haut. Et puis vous voyez qu'à partir de ces chaînes de décontamination militaires, qui sont sur le terrain, on a de la place, etc. Eh bien on a constitué, pensé des unités de décontamination qui sont employées de la même manière par les sapeurs-pompiers à gauche ou par le SAMU à droite. Mais ce sont les mêmes, avec une réflexion commune sur les moyens, les méthodes et les matériels. Les tenues de décontamination humide, là encore, c'est-à-dire quand, après avoir fait la décontamination sèche, il faut faire une décontamination humide. Et là encore, il va y avoir toute une flopée de tenues différentes, les militaires et les civils. Voilà un exercice qui avait lieu à Lyon et où on voit des tenues un petit peu voilà, dans tous les sens. Et je ne parle pas de tenues de protection biologique qui nous ont donné beaucoup de travail au moment d'Ebola. Alain Puy-Dupin s'en souvient, puisqu'il était chef de l'unité de réflexion à l'EPRUS, et où il a fallu non seulement inventer les brancards en dépression, les faire fabriquer, mais en même temps essayer de voir quel était le type de tenue qu'il fallait employer, comment il fallait le mettre et comment il fallait les enlever. Et donc, ces tenues biologiques qui sont aussi extrêmement compliquées. Aujourd'hui, le service de santé des armées, pour ce que j'en sais, travaille sur un équipement de protection au combat qui permettrait de longue durée de protection pour permettre aux combattants de continuer de se défendre ou d'attaquer, d'ailleurs, hein, et donc une tenue de combat. C'est les tenues de protection civile. Eh bien, ce qui serait bien, c'est que, j'ai marqué le Père Noël, hein, c'est peut-être un rêve, mais qu'on ait une tenue de protection, une seule, qui puisse faire l'ensemble des protections, à l'exclusion, évidemment, du scaphandre total pour rentrer en zone d'exclusion. Mais une tenue unique qui puisse être ubiquitaire. Et ça eh bien, c'est un souhait. Et ça serait, là encore, une adaptation de ce que fait la recherche-développement du service de santé aux civils. Voilà, beaucoup de progrès à faire puisque les civils sont devenus, vous le savez, hélas, une cible molle. Et ça concerne les associations, la Croix-Rouge, etc. Et puis on va mettre cette communication brève sous le... voilà, on va penser à Teresa Romero. Savez-vous qui est Teresa Romero? Ben oui. Teresa Romero, c'est une infirmière qui a failli mourir d'Ebola, qu'elle a soignée en Espagne. Et pourquoi? Parce qu'elle avait une tenue de protection qui n'était pas parfaite. Les Espagnols avaient choisi des aumes, c'est-à-dire un masque facial, ce qui est très agréable parce que ça permet de respirer sans trop chauffer là-dessous. Et donc, elle soignait une victime d'Ebola, un malade d'Ebola. À un moment, elle a sué et elle avait des gouttes de sueur. Et alors, elle s'est essuyé le menton. Elle s'est essuyé le menton. Un réflexe, elle est passée sous l'homme, hop, elle a essuyé le menton. Et elle a eu Ebola. Elle a survécu, mais difficilement, vous le voyez. Et donc, on pense à elle et on lui souhaite bonne santé. Merci de votre attention. J'espère vous avoir intéressé. On reviendra plus tard sur les questions. Merci, docteur. Je laisse la place au docteur Yves Louville, ancien vice-président de la Croix-Rouge française et médecin conseiller national de la Croix-Rouge française. C'est à vous, docteur. Je vous remercie de m'avoir demandé de venir parler de mon hobby de vieux médecin, c'est-à-dire l'histoire. Et je voudrais axer ça sur 3 points, qui sont d'une part l'organisation des transports civils, les transports civils aéroportés, et enfin, je vous dirai un petit mot du Gard. Quand on parle de services de santé, de tout temps, les gens raisonnables
savaient qu'il fallait soigner les militaires. Et peut-être que la première référence qu'on ait, c'est un vase grec où on voit quelqu'un qui doit être Achille en train de faire des bandages à un ami très proche. Très beau vase, très belle peinture. On va aller un petit peu plus loin, ça c'est dans l'anecdote. Sous l'empereur Auguste, en 63 avant Jésus-Christ, c'est là où on a peut-être la première référence de service de santé. On va développer une équipe médicale militaire pour porter secours aux légionnaires blessés, qui comprendra ce que les Romains appelaient des médecins, mais aussi des chirurgiens, des officiers hygiénistes et des brancardiers, de tout. Ensuite, eh bien, à partir du XVIe siècle, dans toutes les armées européennes, et Dieu sait s'il y avait des guerres, on va commencer à se préoccuper des blessés et à les faire soigner. Peut-être que c'est sous Henri IV, en 1597, que pour la première fois, on va prévoir un moyen d'amener auprès des blessés du matériel et des chirurgiens. C'est donc l'embryon. Et puis ensuite, bien que Henri Julien m'ait pris une partie de ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sans parler de l'arrêt et de Percy et de la Grande Armée. Là, on va voir deux choses. La première, c'est la notion de trois parties de prise en charge des victimes, que vous connaissez bien, qui va perdurer encore, qui va s'améliorer, qui va se complexifier, comme Henri Julien vous l'a montré, mais qui est la base, le triage, les premiers soins sur le site et l'évacuation. Et ça, on doit ça à ces deux médecins qui ont quasiment tout découvert. Quand on pense à la vitesse à laquelle ils faisaient des amputations, et quand on regarde ce que fait un chef de clinique entraîné maintenant pour faire une amputation, on se dit que la médecine a beaucoup régressé. Le deuxième point, c'est le problème du transport qu'ont mis l'arrêt. Alors, je ne vous parlerai pas de la saucisse où tout le monde se cassait la gueule. La saucisse, c'était une prolonge d'artillerie avec un espèce de tonneau allongé sur lequel on mettait à cheval des chirurgiens et des infirmiers. Le matériel était dessous. Ça partait à travers tout terrain. Et évidemment, souvent, il y en a un certain nombre qui tombaient. L'arrêt, lui, a mis des charrettes à 2 ou 4 roues pour pouvoir transporter les blessés dans de bonnes conditions après les premiers soins. Il y a 1 an ou 2, d'ailleurs, on a eu une des dernières charrettes existantes à une réunion de médecine d'urgence. C'était passionnant de voir, c'était très très bien organisé. Et donc, ils vont créer ce transport de brancardiers et de chirurgiens sur le champ de bataille. Ensuite, étant de la Croix-Rouge, je ne peux pas ne pas parler du 24 juin 1859, qui est la bataille de Solferino. Alors, ce n'est pas le service de santé des armées. Là, c'est un homme tout seul qui va créer ce qui deviendra le secourisme. Je parle bien évidemment d'Henri Dunant. Ensuite, je vais aller un peu plus vite parce que c'est la partie moderne. Tout ce qui avait été fait par ces hommes a été refait pendant la guerre de 14, pendant la guerre de 39, pendant la campagne de France pour les médecins français à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite dans les guerres coloniales. En 1956, la grande épidémie de polio est en France quasiment à son maximum. Et à l'époque, les endroits où on peut prendre en charge des malades lourds, faire de la respiration artificielle, c'est Paris, Lyon, Marseille, peut-être un peu Toulouse, mais encore, ça démarre. Et donc, lorsqu'il y a des malades, il faut les ramener vers ces grands centres. Mais on va ramener des malades qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans des cliniques, qui sont insuffisants respiratoires, plus ou moins ventilés, et il faut les ramener. Le directeur de l'assistance publique de Paris demande alors à Maurice Carra, qui dirigeait
un laboratoire de physique expérimentale qui était un endroit où on testait les matériaux de ventilation, de voir comment on pouvait faire ces transports. Maurice Carra, mon maître, dit on peut faire des transports, il faut des ambulances, il faut du matériel et il faut y mettre des médecins. Ce qui était impensable à l'époque, car imaginez-vous que jusque dans les années 50, un médecin hospitalier, avec un blessé devant la porte de l'hôpital, n'avait pas le droit de sortir pour le prendre en charge. Donc il n'était pas pensable qu'un médecin puisse sortir de l'hôpital. C'était au-dessus de leurs conditions. Les médecins pouvaient discuter, pouvaient faire des tas de choses, mais pas aller au contact. Et donc Maurice Carra a mis en place ce système d'ambulance avec des jeunes anesthésistes et qui partaient chercher les malades. En même temps, une autre grande ville française a mis un système en place, mais n'a pas mis de médecin. Alors, à Paris, je peux vous dire que il y a même eu, on a fait une enquête sur ce service qui faisait n'importe quoi, mais le résultat, c'est qu'au bout d'un an, il n'y avait pas un mort sur les transports faits à Paris, et dans l'autre grande ville que je ne citerai pas, ils avaient 50% de mortalité pendant les transports. C'est donc, vous voyez, cette suite, et en particulier toutes les découvertes de l'armée impériale qui ont amené Maurice Carra, qui avait appris ça parce que, à la fin de la guerre, il avait terminé la guerre comme médecin militaire, et donc, en tant que médecin militaire, il avait vécu ce qui se passait à l'avant, et il avait vu l'importance de la prise en charge médicale. Je vais reparler de lui encore et aussi de l'armée. Nous arrivons à la fin des années 50, c'est la guerre d'Algérie, et Maurice Carra, qui a ses 3 galons à ce moment-là, va faire une mission volontaire en Algérie comme médecin. Donc il part plusieurs mois, et il découvre là-bas que les blessés sont ramenés vers l'arrière en hélicoptère, dans des conditions un peu particulières. Les brancards, dans certains cas, étaient à l'extérieur de l'hélicoptère. Le médecin, le blessé était bien ficelé, mais moi, je m'imagine ficelé sur le côté d'un hélicoptère avec le bruit, ça ne m'aurait pas plu. Donc, il finit sa période, il revient à Paris, et à ce moment-là, c'est l'Alouette 2, qui est l'hélicoptère qui est utilisé en particulier par la gendarmerie. Et il va travailler pour dire, entre 20 et 200 km, c'est l'hélicoptère qu'il nous faut. Et donc, là, il va y avoir un travail de coopération avec le service de santé, avec la gendarmerie, pour fabriquer un brancard qui puisse rentrer dans la cabine d'une Alouette 2. Et je ne sais pas, je pense que certains d'entre vous sont montés dans des Alouettes 2, un appareil formidable. Ah non, là, le temps, c'est très mauvais, on ne voit rien du tout. Dans l'Alouette 2, vous volez, mais c'est tout petit. Donc, le problème de l'Alouette 2, c'était, il y avait le pilote, le fameux brancard qui pivotait pour rentrer le malade, le médecin. Alors, il fallait bien boire son coup parce qu'il fallait s'installer. Une fois rentré, tout était fermé, on ne pouvait plus bouger. Donc, il fallait avoir tout ce qu'il fallait. Si vous aviez oublié quelque chose, si ce n'était pas bien prévu, il fallait faire atterrir l'hélicoptère. N'importe où, mais enfin, c'était quand même un risque. Donc, voilà la deuxième partie qui a changé l'action civile et qui, là, venait du service de santé des armées et qui a permis un développement énorme de ramener les blessés partout. On a même été un petit peu plus loin, là peut-être trop loin, car c'était aussi dans les années, à la fin des années 60, la grande période des accidents de la route. Et là aussi, quand vous étiez blessé, vous pouviez être bien soigné à Paris, à Lyon, à Salon de Provence, à Nice ou Marseille. Mais entre-temps, c'était un désert de traumatologie. Et donc l'idée est venue, pendant 2 ou 3 années de suite, de dire ce qu'on va faire pour le départ des vacances de Pentecôte, parce que toujours tout le monde partait, et tout le monde descendait bien évidemment sur la Côte d'Azur, on va mettre tous les 200 km un service de transmission militaire
un hélicoptère, militaire aussi, un médecin, la plupart du temps civil, pour pouvoir aller ramasser les blessés. J'ai joué à ça. Les 2 fois où j'ai été appelé, l'hélicoptère n'a jamais pu arriver près du blessé du fait de l'embouteillage dû à l'accident. Mais c'était déjà quand même un début de réflexion. Donc voilà, si vous voulez, je crois que c'est très important de dire que tout ce qui a prévu notre façon civile ou civilo-militaire, quand on parle de la brigade ou des marins-pompiers de Marseille, qui se fait maintenant, eh bien, ça vient des idées des médecins de la Grande Armée. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je ne nie pas ce qui a été fait pendant la guerre de 14, ce qui a été fait pendant la guerre 45, mais l'idée qui a dirigé tout ça existait à ce moment-là. Pour terminer, parce que c'est à l'ordre du jour, je voudrais vous parler du garrot. On ne peut pas parler dans une réunion comme ça, ne pas parler du garrot. Tout le monde sait que ce garrot a été inventé par un chirurgien militaire qui était Ambroise Paré, qui le préconisait dans la chirurgie, surtout pour remplacer la cautérisation par le fer rouge, qui était quand même une grosse agression. Ce garrot a toujours fait peur à tout le monde. Mais un certain nombre de médecins militaires, j'ai rien trouvé par les Français, mais j'ai retrouvé 2 choses. Il y a un chirurgien de marine anglais qui avait donné comme règle sur les bâtiments de son escadre, c'est qu'à partir du moment où il y allait aller au feu, il fallait que tout matelot ait sur lui un bout pour pouvoir se faire un garrot. C'est la première, je crois, prescription pour des militaires. Les deuxièmes qui ont fait ça, ça a été pendant la guerre de sécession américaine, où on a recommandé aux soldats d'avoir de quoi se faire un garrot. C'est très bien, le garrot, c'est efficace, mais quand on est en France, dans les années 50, qu'on arrive à 60, qu'est-ce qu'on a? On apprend aux secouristes, on apprend à un certain nombre de gens à faire des garrots. Mais alors disant, attention, le garrot, c'est dangereux. Il faut bien le serrer pour que ça ne saigne pas, mais pour que la personne survive, toutes les demi-heures, vous entendez? Toutes les demi-heures, on doit desserrer le garrot. Alors, bon. Et je pense, je n'ai pas retrouvé l'article, mais il me semblait qu'à l'époque, c'était des chirurgiens militaires américains qui, forts de leur expérience de Corée, avaient étudié ce qui se passait avec les gens qu'on ramenait en desserrant le garrot toutes les demi-heures, et si ceux qu'on ne desserrait pas. Moi, j'avais l'habitude de dire, il y a des infirmiers qui ont une décoration à la fin, parce qu'ils s'arrêtent toutes les demi-heures, ils desserrent le garrot, mais leur victime est morte en arrivant. Puis il y a ceux qui sont un peu moins courageux, qui ne desserrent pas le garrot, et là, la victime survit. C'est inimaginable dans les 15 dernières années, le nombre d'articles écrits pour dire que le garrot n'est pas dangereux et que le garrot sauve la vie des gens. Et actuellement, ça devrait être quelque chose d'admis, mais il y a énormément d'études pour dire ça. Donc le garrot revient maintenant dans le grand public, et c'est une bonne chose, parce qu'on ne peut pas laisser les gens mourir d'hémorragie. Donc voilà ce que je voulais vous dire d'un petit peu d'histoire, pas romancée, mais précise, pour dire tout ce que les premiers secours et la médecine civile devaient aux médecins militaires. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci, mon général, de vous être déplacé. On sera un petit peu en retard, vous l'avez compris. La conférence ne se terminera certainement pas à 11 h, mais un petit peu plus tard. Mais c'est tellement passionnant. Nous allons accueillir maintenant le docteur Marie-André Rospela.
qui va nous parler de la Première Guerre mondiale. Merci, docteur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vais essayer de vous parler brièvement des avancées apportées par la Première Guerre mondiale, bien sûr dans la continuité de ce que vient développer le professeur Louville, de nos anciens Dominique Larrey et Percy en particulier, les avancées de la Première Guerre mondiale dans la prise en charge des blessés et également en médecine et en chirurgie. Verdun, dans la mémoire collective, terre de mort, de blessures, de souffrances, fut à l'origine d'un immense progrès, la prise en charge des blessés et la réorganisation fonctionnelle de la chaîne d'évacuation sanitaire, point de départ vers son organisation moderne après les différentes adaptations apportées par les conflits ultérieurs. Ce qui a fait la différence avec les grands conflits précédents, c'est le nombre de blessés. Verdun, la bataille de Verdun, du 21 février au 19 décembre de 1916. 300 jours, 300 nuits, fit 160 000 morts, 216 000 blessés dans l'armée française. Cette tragédie déboucha sur la réorganisation des secours et l'amélioration des prises en charge. C'est à Verdun que sont nés les grands principes actuels de l'organisation des secours et de la santé. Le lieu où s'est mis en place l'excellence de la prise en charge des blessés et leur traitement. Récemment, lors d'un colloque, en octobre 2016, qui s'est tenu à Verdun, intitulé « Verdun, terre de santé », titre paradoxal pour faire oublier justement cette terre de blessures et de souffrances et de morts, les secours aux blessés, un héritage 1916-2016, des médecins civils et militaires ont confronté la mémoire et les enseignements des combats avec les défis de l'actualité sanitaire contemporaine. Le domaine civil fut l'héritier de ces concepts et de cette dynamique, qui devinrent la médecine et la chirurgie de l'avant, comme vous l'avez signalé. Le médecin, au plus près du blessé, prodigue les premiers soins avant l'évacuation. C'est une des caractéristiques du service de santé français. Cette grande guerre a dépassé par son ampleur tous les conflits précédents. Elle força les médecins à repenser toute leur stratégie. Elle vit également l'apparition de nouveaux traumatismes et blessures physiques et psychiques. De nombreux concepts apparus pendant la Grande Guerre ont retrouvé le devant de l'actualité avec les attentats de Paris, comme la constitution de la chaîne de secours et la prise en charge médicale et psychologique avancée du blessé. La protection des soignants eux-mêmes, comme l'irruption d'une traumatologie de guerre en pleine ville, amène médecins, soignants, civils et militaires à renforcer leur synergie et leur complémentarité sans pour autant renier leur spécialité. La médecine moderne a émergé de la boue de Verdun, comme l'a décrit le médecin colonel Jean-Jacques Ferrandis. Je le cite. « Les bases médicales, le triage, l'évacuation se perfectionnent à Verdun, parfois à partir d'exemples plus anciens, mais toujours dans une optique d'adaptation aux situations nouvelles. 26 000 médecins ont été impliqués pendant la Grande Guerre, au cours de laquelle 5 millions d'évacuations sanitaires ont été effectuées. Autre avancée majeure issue de la Grande Guerre, le nettoyage et la désinfection des plaies souillées ont permis de sauver des milliers de soldats, abondamment badigeonnés de daquins, antiseptiques mis au point par un chirurgien britannique qui lui laissa son nom. La chirurgie des membres effectue de grands progrès pendant le conflit. Ainsi, une fracture du genou mortelle en 1914 n'empêche plus à la fin de la guerre le blessé de recommencer à marcher. Les cellules d'urgence médico-psychologiques basées sur une intervention immédiate trouvent elles aussi leur origine dans les combats de la Grande Guerre, signale le général Louis Croc. Il a créé, entre autres, en 1995, le réseau national des cellules d'urgence médico-psychologiques.
Aujourd'hui, repérage et intervention précoce sont les bases de la psychiatrie militaire. Je vais revenir rapidement sur les journées Verdun Terre de Santé parce qu'elles vont se projeter dans l'avenir. Ces journées ont permis de mettre en lumière l'importance qu'a eue la bataille de Verdun en termes de prise en charge des blessés de guerre et l'héritage qui en découle dans l'organisation des soins d'urgence proposés aujourd'hui. Cette prise en charge est un sujet actuel, impliquant acteurs civils et militaires, à l'échelle locale, nationale, européenne, voire internationale. L'expertise pointue développée par la France dans la prise en charge des blessés d'hier et d'aujourd'hui est primordiale. C'est pourquoi on doit contribuer à mettre en œuvre cette expertise. Ce sujet porteur peut faire évoluer la première édition de Verdun Terre de Santé vers des conférences annuelles ou bisannuelles dans le traitement du secours aux blessés civils ou militaires. Cette manifestation pourrait s'intituler la conférence de Verdun, secours sur le secours aux blessés civils et militaires. Pourquoi Verdun? Parce que cette vue a vu naître des avancées considérables faites en matière de médecine d'urgence, la théorisation de ces pratiques et leur exportation à l'international. Destinée aux professionnels de santé, civils et militaires, comme aux décideurs politiques et gouvernementaux, cette conférence deviendra le lieu initialement reconnu d'échanges et de dialogues interétatiques sur le sujet. Verdun, un territoire imprégné d'histoire et une ville incarnant l'avenir en matière de secours. Merci beaucoup. Je pense que le temps est compté pour parler de gueule cassée. Merci, docteur. Place au docteur Paul-Olivier Miloche. Bonjour à tous. Alors j'ai eu finalement la chance, avec tous mes honorables prédécesseurs qui m'ont ouvert la voie et qui ont retracé en fait le pont qu'il y a eu à la fois entre les découvertes militaires et les découvertes du monde civil qui se sont fait finalement de pair. Je me rappelle de mon premier livre de médecine de catastrophe sur lequel c'était écrit « Une guerre, c'est une épidémie de traumatisme ». Et ça m'avait marqué et ça a été mon livre de chevet pendant des années. Et je vais vous, brièvement, parce que je sais que le temps est compté et beaucoup de sujets et de portes ont été ouvertes, on pourra répondre à vos questions après. Je voulais vous remontrer l'importance de cette chaîne. Cette chaîne, la chaîne entre le plus près du patient ou de la victime et l'hôpital, en fait, on l'a découvert. Maintenant, on la redécouvre pour la guerre, mais on l'a découvert notamment avec la cardiologie, avec l'infarctus où chaque minute compte. Et qu'il ne sert à rien d'apporter le médecin au plus près de la victime, du malade, si les quelques gestes qui auraient pu lui donner une chance de survie sans séquelles ou avec très peu de séquelles, une vie de qualité, n'étaient pas faits. Et finalement, c'est un peu ce que nous faisons dans le service de santé et ce que découvre finalement, j'allais dire plus le public que vous tous, associations ou organismes d'État, de catastrophes ou de sécurité. C'est votre quotidien, mais on n'en parlait pas. Et c'est revenu sur le devant de la scène. D'un seul coup, j'allais dire, la nation s'est dit « Ah, mais finalement, le secourisme, le sauvetage, tout ça, peut-être que ça m'implique aussi. » Notre quotidien dans la médecine militaire, c'est pas d'apporter une équipe médicale au plus près des combats. C'est déjà que cette équipe médicale, pour qu'elle puisse travailler, il faut que tout ait été fait avant. C'est en fait, dans une chaîne, c'est le maillon le plus faible qui va lâcher quand on tire sur la chaîne. Et plus la chaîne est solide, et plus elle peut supporter de contraintes. Les contraintes actuellement, par exemple, sur la bande sahélo-saharienne, où la France mène un combat contre des groupes armés terroristes, c'est le combattant qui va faire le premier garrot, qui va faire les premiers gestes. Son chef de section va demander, c'est illustré par la démonstration du premier jour, va passer le premier lien, mais les premiers gestes, ceux qui vont faire qu'il ne va pas perdre la moitié de sa masse sanguine dans les premières minutes, qui fait que, quelle que soit
la prise en charge derrière qui sera faite, son pronostic sera engagé ou alors les choses seront déjà écrites. Il va faire ses premiers gestes, il va donner la chance à l'échelon suivant. Et pour que la chaîne elle soit cohérente, il faut qu'elle soit équilibrée tout le long. En ce moment, on a par exemple des victimes, des blessés, des soldats français ou des soldats d'autres nations qui combattent avec la France, qui sont blessés. Et l'étendue du théâtre d'opération correspond en fait à l'Europe ou à la largeur des États-Unis. Vous avez quelqu'un qui va être blessé par exemple en Mauritanie. Une équipe de santé à plusieurs maillons va la prendre en charge. Il va être opéré à 1h30, entre 1h30 et 3h30 après. Donc on fait vraiment du damage control préhospitalier, du damage control hospitalier. Et ce patient stabilisé, capable de supporter l'évacuation, arrivera dans les 24 à 36, 72 heures en métropole pour un état des lieux complet et une chirurgie qui sera beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde, mais qui se fera dans les meilleures conditions. Vouloir faire de la chirurgie de grande ampleur d'emblée, c'est prendre le risque, et c'est la découverte des plaies de guerre. La plaie de guerre, elle s'infecte, la plaie de guerre, elle saigne beaucoup. Et si on veut tout faire tout de suite, en fait, on va condamner tous les autres patients qui vont attendre derrière. Là, dans nos centres de formation, nous travaillons de concert, et nous travaillons de concert notamment avec les équipes secouristes. Et on travaille de concert en interministériel maintenant pour ouvrir des ponts. Alors, les ponts existent, mais maintenant, j'allais dire, c'est dans la main des décideurs. Nous montrons que si vous avez une attaque qui peut survenir n'importe où, et l'exemple d'hier le rappelle, qui peut survenir quand on ne s'y attend pas, mais les savoir-faire de la traumatologie de guerre sont quand même proches de la traumatologie ou routière ou d'effondrement. J'étais récemment dans le cadre d'une garde, puisque je travaille comme militaire, mais pour garder des compétences techniques, je continue à travailler et dans le milieu militaire, et y compris dans le milieu civil. Nous sommes intervenus sur un effondrement de balcons d'immeubles dans une ville à 2 heures de Paris, et nous avons appliqué pour certains nos concepts, nos checklists de la médecine de guerre, et finalement on a eu des patients qui étaient un peu plus lourds et à qui on a donné un peu plus de chance, parce que quand on se retrouve une équipe médicale avec 10 blessés, vouloir surmédicaliser le premier blessé, c'est condamner les derniers de la liste. Et il faut trouver le juste équilibre entre les premiers gestes qu'on va faire et que finalement vous tous enseignez dans le cadre du secourisme, qui est en train de s'asseoir, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance de la nation. La nation, il faut entre guillemets qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle se lance en se disant « Moi, je peux soigner la petite dame qui est victime d'un accident de la route. Moi, je peux soigner mon frère qui vient de prendre une balle dans un musée ou devant une gare. » Mais la chaîne derrière, pour qu'elle soit équilibrée, il faut tenir compte de tous ces enseignements qu'on partage au quotidien, et mon camarade Jean-Pierre Tourtier ou le général Julien le savent bien. L'enseignement que je donne, je ne le donne pas d'ailleurs seulement aux militaires, mais nous avons monté des formations au profit des civils pour affiner nos savoir-faire. Et inversement, dans certains domaines, nous avons des synergies dans l'autre sens. Parce que finalement, nous connaissons très bien les théâtres d'opération, mais moi, la ville de Paris, je la découvre avec la brigade des sapeurs-pompiers ou avec le SAMU. Parce que ce n'est pas mon quotidien. Mon quotidien, quand je traverse Paris, je suis entre guillemets un badaud. Je suis potentiellement le victime de l'accident de la route ou de la maladie. Je ne suis pas là forcément en tant que soignant. Donc ce n'est pas forcément mon théâtre d'opération, il n'est pas parisien. Et pourtant, je forme à Paris des gens qui peuvent à la fois travailler à Paris et travailler à 4000 mètres du cœur de notre pays. Donc toute cette chaîne, en fait, est en train de monter, est en train de progresser. On a on parle de la résilience de la nation au titre la nation découvre qu'elle peut être blessée au cœur, mais la nation découvre aussi qu'elle peut être capable d'être actrice de sa propre transformation. Et la santé, je l'ai vu notamment en multinationale où on essayait de construire des coopérations. La coopération au niveau de la santé, elle se fait tout seul. Parce que finalement, on a tous été contraints un jour à devoir prendre des décisions difficiles. J'ai plein de blessés, lequel je vais soigner, ou à qui je vais donner une chance de s'en sortir, et qui je ne vais pas condamner en faisant des gestes simples. Ça, c'est notre quotidien, c'est votre quotidien, et je pense que c'est
c'est utile que ces partenariats continuent, et comme ça a été dit en ouverture, et que ça ne s'arrête pas pour Secours Expo, mais après. Je vous remercie. Merci, docteur. C'est à vous, professeur, le professeur Jean-Pierre Tourtier de la BSPP, médecin-chef de la BSPP. Pour parler des apports au secours civil du service santé des armées, je vais partir d'un exemple qui est celui des attentats du 13 novembre. 130 morts, ça rend modeste sur ce qui a été capable d'être fait, mais j'ai la profonde conviction que nombre de victimes ont été sauvées par l'apport de la médecine de guerre, et je vais l'illustrer en termes d'évolution doctrinale, de pratiques sur le terrain, et puis en troisième partie de partage d'expérience. Quand on pense aux évolutions doctrinales, on pense à la notion relativement nouvelle qui a été employée par les orateurs précédents de damage control. Et cette notion de damage control, elle est d'abord partie des chirurgiens, avec une chirurgie en 2 temps, une chirurgie initiale courte, inférieure à 1 heure, qui donne pour but de réaliser l'hémostase, l'aérostase, la coprostase, et puis secondairement, à distance, 24, 48 heures après, une seconde chirurgie de restitution de l'anatomie. Et cette notion qui a été formalisée par les trauma centers américains, elle trouve ses racines dans des chirurgiens militaires qui ont tenté d'employer ces techniques. Après cette technique chirurgicale, on a mieux compris comment permettre à plus de blessés de survivre en luttant contre la triade létale, coagulopathie, acidose, hypothermie. Et on a développé ce qu'on a appelé la damage control réanimation qui s'est pratiquée à l'hôpital. Vous remémorez l'hémostase externe, l'hypotension permissive, l'utilisation précoce d'amines pressives, d'acide tranexamique, etc. Lutte contre l'hypothermie. Mais petit à petit, les médecins urgentistes ont saisi l'opportunité de pratiquer ce damage control réanimation jusqu'à l'échelle préhospitalière. Et ça a d'abord été l'apanage des médecins militaires en opération extérieure, avec la particularité notamment du service santé des armées français d'avoir des médecins à l'avant. Et donc, ils ont commencé à s'approprier ces techniques de damage control. Et puis du reste, quand on recherche des éléments de preuve sur le bénéfice pour le patient du damage control globalement, damage control préhospitalier comme hospitalier, eh bien c'est du côté des militaires, notamment en Afghanistan, qu'on a trouvé le plus d'éléments de preuve. Autre élément plus pratique maintenant lors du 13 novembre, c'est d'abord les matériels, et vous avez insisté, professeur, sur cette idée du garrot, mais au-delà de ce que vous avez cité, de nombreux autres travaux qui ont remontré l'intérêt d'utilisation du garrot, il y a eu des progrès tout simplement techniques, avec des garrots qui ont été développés, des garrots dits tactiques, qui peuvent être posés par un combattant isolé sur lui-même, qui peuvent être posés simplement de manière relativement intuitive sur quelqu'un à côté de vous. Et ça a permis de développer utilement ce matériel. Pansement hémostatique, là encore, avec des pansements compressifs ou des pansements avec des produits d'hémostase qui ont d'abord été utilisés par les militaires et qui ont ensuite été étendus à la sphère de la traumatologie civile. Et puis du reste, même après le 13 novembre, à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on a été renforcé en matériel par des trousses individuelles du combattant, qui sont des trousses qu'on donne à nos combattants qui partent au Sahel ou ailleurs, dans lesquelles il y avait des pansements hémostatiques, des garrots compressifs qui ont pu être utilisés par les pompiers sur des éléments de traumatologie grave. Autre point particulier, celui du personnel à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Une majorité des médecins sont des médecins militaires, rodés aux opérations extérieures. Et moi, je reconnais avoir eu la chance de diriger des équipes extrêmement motivées, extrêmement brillantes. Je vois dans la salle le docteur Abria qui est présente, qui a été un élément clé pour sauver des villes le 13 novembre et qui a été amené à partager son expérience à l'international. J'y reviendrai. Il y a aussi des éléments d'organisation et d'organisation militaire. Ce partage de l'information entre un commandant des opérations de secours et un directeur des secours médicaux, il vient de l'organisation militaire. Et c'est pourtant ce qu'on va pratiquer lors de catastrophes civiles pour essayer d'organiser le chaos.
Ces concepts de nid de blessés, et puis Général Julien, vous avez évoqué l'aspect du post-médical avancé, plus ou moins labile dans une stratégie de damage control, toutes ces notions viennent là encore de l'exercice de la médecine militaire en opération extérieure. Il y a des éléments logistiques qui proviennent aussi de l'organisation militaire, et puis vous seriez surpris de retrouver même dans l'organisation de la Croix-Rouge des éléments qui sont inspirés d'organisations militaires. Et puis aussi un aspect qui est survenu le 13 novembre, une régulation par le SAMU zonal, c'est-à-dire le SAMU de Paris, des blessés, qui s'est appuyé sur les ressources hospitalières militaires pour faire prendre en charge une 50aine de blessés entre les hôpitaux de Bégin et les hôpitaux de Percy. Dernière partie de mon exposé, relativement synthétique, qui est le partage d'expérience. Il y a eu une volonté du Conseil national des urgences hospitalières et du service de santé des armées, après les attentats du 13 novembre, de mettre en partage la connaissance. Et c'est des formations qui ont eu lieu initialement à l'école du Val-de-Grâce. Pourquoi ces formations? Parce que finalement, ce qui nous menace en termes terroristes actuellement sont des balles de guerre, des explosions, des véhicules béliers, des attaques par armes blanches comme hier. Et s'il y a bien un métier qui actuellement expose à ces agressions, eh bien c'est bien celui de militaires. Et de l'expérience des militaires au combat, on a montré deux choses. D'abord, que 90% des morts surviennent durant la première demi-heure. Et c'est là qu'on peut sauver des vies, c'est là qu'il faut envoyer du médecin, des infirmiers, des secouristes, pour permettre aux patients de rester vivants jusqu'à l'arrivée d'une équipe médicale. Deuxième point, c'est qu'il y a des morts qui sont évitables. Lorsqu'il y a 4 cercueils qui arrivent aux Invalides enterrés par le président de la République, il y a toujours un cercueil de trop. Un cercueil de trop parce que la mort était facilement évitable. Dans 90% des cas, c'était simplement une hémorragie des membres qui était accessible à la pose d'un garrot ou d'un pansement hémostatique. Et puis d'autres morts évitables qui reposent sur la maîtrise des voies aériennes supérieures et le drainage de pneumothorax. Et cela aussi, on se l'approprie en médecine traumatologique civile pour prendre en charge les victimes d'attentats. Comment fait-on ces formations? Des formations qui ont été développées dans toutes les villes qui ont reçu des matchs de l'Euro de football. Donc pour former les médecins, SAMU, pompiers, des acteurs associatifs, pour savoir appliquer sur le terrain ces stratégies de damage control préhospitalier. Et puis c'est aussi la participation à des congrès, celui de la Société française de médecine de catastrophe, celui de la Société française d'anesthésie-réanimation ou celui de la Société française de médecine d'urgence, pour mettre en partage nos difficultés et nos succès ce jour-là. Et puis, je voudrais mettre en exergue aussi un partage d'expériences internationales. Plusieurs articles ont été réalisés dans des revues de littérature internationale indexées pour avoir une analyse critique de ce qu'il a été capable de réaliser. Le docteur Abria pourra le témoigner, il y a eu une 50aine de conférences qui ont été effectuées par des médecins de la brigade, beaucoup militaires, à l'international, pour là encore présenter les stratégies qui avaient été déployées ce soir-là. Et puis on fait même plus loin, puisqu'on fait des recherches avec un produit du service de santé des armées, qui est le plasma cryodesséché. On sait peut-être qu'il serait intéressant d'apporter des facteurs de coagulation dès le moment de la blessure, chez le traumatisé blessé ou chez la victime d'attaques terroristes. Et actuellement a lieu une étude multicentrique entre la brigade, le BMPM, le SAMU de Paris, de Lyon, d'Annecy, de Marseille, pour, sur des chocs hémorragiques préhospitaliers, généralement des accidents de la voie publique, administrer précocement ce facteur de coagulation compatible avec les contraintes du préhospitalier pour voir si on améliore l'hémostase des patients. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Avons-nous des questions dans la salle? Allez-y, hein. Ils sont aussi là pour ça. Ne vous gênez pas, pas de questions? Une grippe, c'est le moment de consulter aussi, si vous voulez. On a suffisamment de médecins dans la salle. Oui, docteur Louis? Allez, je vous passe le micro. J'aimerais poser une question au général Julien. Quand il parle de la protection et des cagoules, j'en ai essayé
quand elles sont arrivées, j'ai tenu un quart d'heure. Je ne me vois pas, et c'est vraiment une grande interrogation, ou à moins que ce soit des gens super entraînés, comment font-ils pour travailler sur le terrain avec ce genre de... Merci pour cette question. Pouvez-vous vous remettre autour des tables, s'il vous plaît? C'est vraiment un sujet. Alors là, merci. Effectivement, premièrement, tous les individus ne sont pas égaux devant la capacité à revêtir ce genre de combinaison. Par exemple, on a fait des études avec le CEDRE à Brest, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment deux catégories de population. Il y avait les bruns qui supportaient à peu près d'être enfermés et de travailler, et qui arrivaient à tenir 18-20 minutes en faisant des exercices, monter, etc. Et puis les blonds qui supportaient beaucoup moins et qui s'arrêtaient avant. Donc il y a manifestement quelque chose là qu'il faudrait travailler. Il y a des... Alors, expliquer ça, hein, pourquoi, de telle manière qu'on puisse non pas choisir les individus auxquels on expose, et pourquoi pas, mais surtout voir quels sont les facteurs qui permettent, ergonomiques, qui permettraient de faire qu'on reste plus longtemps. Donc, deuxième point, ça dépend de la quantité de travail qu'on fait, évidemment. Le mineur, par exemple, il a comme consigne, lui, de s'asseoir et de respirer et de se calmer et de respirer le plus calmement possible en attendant les secours, et surtout de ne pas faire d'efforts. Voilà. Mais le pompier est obligé de faire des efforts, lui. Alors, on peut dire que, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Tourtier, mais à mon époque, à la brigade, on peut dire qu'au bout de 20 minutes, sous appareil respiratoire isolant, il revenait. Il y avait quelques-uns à qui on changeait la bouteille et qui repartaient, mais la plupart, voilà, ils étaient consommés, si on peut dire. Et donc, par contre, alors les armées, la Direction générale de l'armement, travaille énormément sur une tenue de protection qui permettrait 24 heures de protection. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils boivent, qu'ils mangent, voilà, tout ce qui va avec, et surtout qu'ils puissent continuer. Alors on en est loin, hein. On en est très très loin, mais il y a des dispositifs comme par exemple la ventilation à l'intérieur du vêtement, l'emploi de tissus et de matériaux nouveaux qui permettent une respiration sans permettre, etc. Et donc dans la réflexion que j'avais ébauchée là, sur les EPI, eh bien en France on a une petite avance là, qu'on partage avec les Anglais, parce que les travaux ont été faits avec les Anglais aussi, avec l'armée anglaise, et donc et maintenant avec les Allemands, pour essayer de prolonger ce temps de tolérance à l'équipement de protection individuelle. C'est sûr que c'est quelque chose de dimensionnant, comme disent les énarques. Merci, mon général. Une question. Pour revenir sur le même sujet, en ce qui concerne le personnel actif, disons ceux qui vont faire des efforts, est-ce qu'il y a des études qui ont approché les exosquelettes qui font leur apparition, en particulier dans la gendarmerie, dans la police, ou dans plutôt les interventions du RAID, par exemple? Voilà. Vous posez la question, enfin, c'est moi qui réponds, mais peut-être Jean-Pierre. Non, mais Jean-Pierre, oui, vous voulez peut-être dire un mot. Avec l'utilisation des drones, des outils télécommandés, de la télé. Alors sur les exosquelettes. Et les exosquelettes qui font partie du... Alors il y a un bureau prospective à la brigade qui travaille effectivement sur les nouveaux outils possibles et qui envisage notamment la possibilité d'assistance de type exosquelette que vous décrivez pour les explorations longue durée, qui sont une difficulté indéniable et qui, de surcroît, reviennent un peu au devant de la scène, avec notamment tous les travaux qui surviennent pour le Grand Paris et les nombres de tunnels, de creusements qui sont effectués. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Merci, professeur. Une autre question. Oui,
Bonjour, je suis le général André Elie, je suis le conseiller défense de la société Ouvry qui fabrique en France des éléments de protection individuelle corporelle, respiratoire et des gants de décontamination d'urgence. Et je voudrais donner un témoignage, puisque je me suis occupé pas mal de programmes d'armement, sur l'action de la DGA en matière d'innovation duale, c'est-à-dire de promotion et d'aide financière pour les entreprises pour faire et mettre en œuvre et réaliser des produits ou des équipements d'innovation dite duale, c'est-à-dire qu'ils servent à la fois au milieu civil et au milieu militaire. Donc c'est un témoignage, docteur, qui vous permet d'avoir, je sais que vous le connaissez, hein, et notamment actuellement un gant de décontamination non poudreur qui évite d'avoir de la poudre résiduelle polluée et qui permet aux combattants, puisque moi je suis militaire ancien des forces spéciales, aux combattants de se prémunir d'éléments toxiques avec un gant qui va dénaturer le produit, qui va le prendre dans un média filtrant que vous évoquiez tout à l'heure, et qui va l'empêcher de repartir en aérosol. Voilà, donc ça évolue, et je pense que c'est un élément fondamental. Le deuxième témoignage que je voudrais faire, c'est sur Verdun. Je suis président du musée des transmissions de Rennes, et avant les transmetteurs, il y avait les musiciens militaires qui transmettaient des ordres en musique. Et il faut se rappeler qu'en 14, il faudrait leur rendre hommage aussi, c'est que les musiciens militaires ont donné beaucoup de leur vie, puisqu'ils étaient brancardiers en emploi ce coup-là dual, comme on le fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire deux spécialités, et malheureusement, beaucoup d'entre eux sont décédés. Et il y a une belle stèle du 46e RI au musée de Satory de la musique militaire qui rappelle ce sacrifice des chefs de musique, des tambours-majors ou des soldats musiciens. Je vous prie de m'excuser cette parenthèse qui mérite quand même d'être rappelée aussi. C'est un fait historique. Je vous remercie. Merci, mon général. Une dernière question? Ça sera la dernière. J'arrive. Bonjour, Guillaume Lemaire, je représente avec mes collègues la Croix-Rouge de Seine-Maritime. J'aurais une question pour le professeur Tourtier. Vous citiez tout à l'heure dans votre présentation la Croix-Rouge. Je crois savoir que sur la région parisienne, la Croix-Rouge est très impliquée auprès de la brigade au quotidien et tout au long de l'année. Est-ce que vous auriez des informations à nous apporter consécutivement aux événements récents, aux attentats sur Paris, pour nous renseigner sur l'implication de la Croix-Rouge et peut-être de façon plus générale sur les associatifs de secours avec les acteurs, je parle des acteurs principaux de la chaîne des secours, les pompiers de façon générale, sur l'échelle parisienne et peut-être plus largement sur la province. De quelle manière la Croix-Rouge, en l'occurrence, va pouvoir être amenée à être impliquée auprès des sapeurs-pompiers en cas d'événement majeur comme ça s'est produit. Merci. Merci pour votre question. Je suis très respectueux du monde associatif, dont je trouve que c'est vraiment une belle expression de l'âme humaine, à venir au service de les concitoyens volontairement. Je suis assez épaté par ça. Et donc c'est très important pour moi d'intégrer les véhicules associatifs de la Croix-Rouge, de la Protection civile, de la Croix de Malte, dans le dispositif de la brigade. Et vous savez que les week-ends, régulièrement en caserne, il y a côte à côte des véhicules pompiers de Paris et des véhicules associatifs qui travaillent au bénéfice de nos concitoyens parisiens et des départements autour. Vous pouvez être impliqué, à mon sens, sous deux modes. D'abord, vous pouvez vous retrouver, premier intervenant, éventuellement isolé, dans une situation terroriste, parce que tout simplement, on n'a pas une lecture forcément initiale qu'un traumatisé est suite à une attaque terroriste. Et donc, vous pouvez vous retrouver isolé pendant quelques temps, parce que parfois, il est difficile dans ce contexte, une fois qu'on a la lecture, qu'on est dans un concept terroriste, de vous envoyer des moyens de renfort. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation difficile de devoir, avec le peu de moyens que vous avez, gérer un nombre conséquent de victimes en attendant d'être renforcé. Par ailleurs, vous avez un rôle essentiel qui est celui de la prise en charge des impliqués. On dit schématiquement
que pour un blessé physique qui va être pris en charge généralement par des médecins du SAMU ou de la brigade ou de pompiers, vous avez 10 blessés psychiques. Et ces 10 blessés psychiques, on va les retrouver dans ce centre d'accueil des impliqués. Et on sait aussi que la capacité à ce moment-là d'empathie, de pertinence, de délicatesse des associatifs qui vont gérer le centre d'accueil des impliqués est important pour ces personnes pour deux choses. C'est leur premier contact finalement avec quelqu'un qui veut leur faire parler de ce qu'il advient. Et puis, c'est aussi une manière de décharger les premières émotions suite au traumatisme qui vont permettre de préparer le terrain pour les cellules d'urgence médico-psychologique. Donc vous avez de manière sûre ce double rôle qui est essentiel pour les patients que vous avez à prendre en charge. Merci professeur. Merci professeur. Un grand merci à nos intervenants. Vous pouvez les applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence, vos questions et vos témoignages. Bon salon. Merci, au revoir.